Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des solutions pour lutter contre l'anémie ferriprive, c'est-à-dire la carence en fer. Rappelons que cette carence touche de nombreuses personnes, presque 25% des femmes non ménopausées. Je vous encourage donc à consulter la vidéo précédente sur les causes et les symptômes de cette carence, pour y voir un petit peu plus clair et savoir si vous en souffrez potentiellement. Commençons donc dès maintenant. Avant de savoir où se trouve le fer, il faut savoir combien il nous en faut. Le fer est assez mal absorbé par notre organisme. Les besoins en fer sont d'environ 1 mg par jour pour les hommes et 2 mg pour la femme en raison du cycle menstruel et par conséquent des pertes de sang. C'est d'ailleurs pour cela que les femmes réglées sont plus sujettes aux carences en fer. 1 à 2 mg ce n'est pas beaucoup, me direz-vous. Mais il faut savoir que l'assimilation du fer est vraiment très faible et varie entre 2 à 35% en fonction des sources. Il existe en réalité deux types de fer. Le fer héminique, présent dans le sang, que l'on trouve dans les produits carnés, en particulier dans les viandes rouges et dans les abats. Il possède une biodisponibilité allant de 15 à 35%, avec une moyenne donc à 25%. Donc vous aurez 25% de la quantité de fer de votre produit qui sera éventuellement assimilé par votre organisme. Et on aura également le fer non héminique, donc qui ne vient pas du sang, qui se retrouvera principalement dans les produits d'origine végétale, avec une biodisponibilité cette fois-ci de 2 à 20%, pour une moyenne juste à 5%. Il faut savoir que le fer d'origine non héminique, donc ce dernier, représente environ 80% de notre alimentation dans les besoins de fer. C'est plus ou moins en raison de cette difficulté d'absorption que les besoins en fer réels sont d'environ 11 mg chez les hommes et 16 mg chez la femme. Car comme vous pouvez le voir, on assimile loin de là tous les milligrammes que vous allez manger. Passons donc maintenant aux sources alimentaires de fer et voyons ensuite comment augmenter cette absorption et les éléments qui peuvent l'empêcher d'être assimilé correctement. Voici un tableau des éléments contenant le plus de fer. Vous pouvez voir que les produits végétaux en contiennent en grande quantité, l'avoine avec 4,7 mg, les noisettes avec 4,4, les lentilles avec 6,5 ou encore le chocolat avec 11. Mais comme précisé plus tôt, en raison de leur difficulté à être assimilées, les viandes, poissons et œufs, donc les VPO, seront plus efficaces pour soutenir vos besoins en fer. Les œufs en contiennent à peu près 1,8 mg, les abats en particulier le foie en sont gorgés, bien qu'ils ne soient pas au goût de tout le monde. D'ailleurs pour ceux qui le cuisinent, n'hésitez pas à donner vos tips de cuisine sur le foie en commentaire pour aider ceux qui sont encore un petit peu réticents à juste même tester cet abat. Et on aura naturellement les viandes rouges, principalement le bœuf, qui en contient environ 3 mg pour 100 g. Donc ces VPO avec une assimilation d'environ 25% seront donc bien plus efficaces que les produits d'origine végétale pour soutenir votre apport en fer. Par exemple, 150 g de viande rouge qui représente grosso modo 4 mg, si on se base sur les 25% d'assimilation, on arriverait à 1 mg, ce qui pourrait convenir pour l'apport d'un homme journalier. Mais petit rappel, toutefois, les viandes rouges augmentent les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires selon l'OMS. Sa consommation hebdomadaire ne doit donc pas dépasser les 500 g par semaine, voire 300 g par semaine, en fonction des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc non, on ne pourra pas tricher en mangeant des viandes rouges tous les jours, bien que ça serait plus facile pour avoir notre apport en fer. Par contre, pour les personnes anémiques qui n'en consomment pas énormément, voire pas du tout, il serait donc intéressant de les réintroduire de temps en temps, en respectant les recommandations, bien sûr, pour soutenir efficacement leur apport en fer. Maintenant, point intéressant, est-il possible de booster l'assimilation du fer ? Pour le fer non héminique, représentant donc 85% du fer de votre alimentation, il est possible d'augmenter son assimilation, pour atteindre 5 à 10% au lieu de 2 à 5%. Pour cela, utilisez la vitamine C, présente dans les crudités et les fruits crus. J'ai déjà fait des vidéos sur cette vitamine si elle ne vous est pas encore familière. Il est donc très intéressant de composer vos plats riches en fer non héminique avec une entrée de crudités ou pourquoi pas un agrume en dessert. La vitamine C brise la structure des végétaux contenant le fer, le libérant donc plus facilement et le rendant plus accessible à l'absorption. Mais le fer n'a pas que des alliés, il y a également des ennemis, donc les ennemis du fer, on aura notamment le calcium quand il est présent en grande quantité d'un coup, on aura une compétition entre l'assimilation du fer et du calcium. On fera attention de ne pas avoir de grosses quantités calciques à proximité de grosses quantités en fer. Et on notera également le café, l'alcool et surtout le thé qui diminueront énormément l'assimilation du fer quand ils sont consommés durant un repas qui en contiennent. Les phytates et les fibres végétales diminuent aussi l'accessibilité au fer, ce qui est normal vu qu'on les retrouve dans les végétaux. C'est cette petite coque qu'il faut casser avec la vitamine C que je vous ai parlé juste avant. Maintenant, voyons ce que représente un apport correct en fer dans une alimentation avec un cas pratique.
je vous présente notre cobaye de la journée, Monica. Nous allons analyser son alimentation et l'adapter pour répondre aux besoins actuels de son corps. Monica souffre souvent d'anémie et de carence en fer dans son alimentation et ne comprend pas vraiment pourquoi. Analysons donc son assiette. Note à savoir, Monica essaye actuellement de réduire ses apports en protéines animales et n'en consomme donc pas beaucoup. Je vous ai mis les habitudes alimentaires de Monica dans ce tableau. On voit qu'elle est également une grande consommatrice de thé, ce qui diminue l'assimilation du fer. Suite au calcul, on atteint les 12 mg avec une répartition de 91% de fer non héminique. On est donc loin des 16 mg quotidiens recommandés, et si on regarde un petit peu sur la biodisponibilité, en réalité son assimilation de fer sera bien plus basse en raison de sa consommation en thé, puisqu'on arrivera avec une évaluation, cela reste de la théorie, mais de 0,8 mg de fer sur cette journée, au lieu de 1 à 2. Donc Monica a donc effectivement un terrain propice au développement de carences en fer, et ce qui est naturellement le cas actuellement et de manière régulière. Donc comment on peut améliorer tout ça? Déjà, le petit déjeuner est correct avec un bon apport en fer et l'ajout du fruit rouge pour la vitamine C. Le fromage blanc malgré sa teneur en calcium n'est pas une menace. On recommandera donc à Monica d'éviter juste le thé au petit déjeuner et d'opter pour une infusion à la place, ou de prendre son thé quelques heures après. Pour les repas, on évitera également le thé naturellement. Monica ayant réduit ses apports en protéines animales, elle en consomme environ 100 g par jour. On lui recommandera donc de varier ses sources pour améliorer l'apport moyen en fer de ses repas, car actuellement elle privilégie surtout les viandes blanches et les poissons qui ne sont pas les plus riches en fer. Donc on pourra toujours lui dire d'augmenter un petit peu en prenant 200 à 300 g de viande rouge par semaine. Donc ça peut être du veau ou encore du bœuf, elle choisira ce qu'elle voudra. Et on pourra également utiliser 1 ou 2 repas avec des œufs et le reste avec ce qu'elle voudra. Donc elle pourra très bien reprendre du poisson et des volailles sans aucun souci. En faisant ces petits ajustements, on peut déjà largement augmenter de manière hebdomadaire sa quantité de fer juste sur cette prise alimentaire. Pour le reste, on pourra conseiller par exemple des légumes verts qui ont un taux de fer un petit peu plus élevé que la moyenne, ou pourquoi pas de l'épinard. Bon, ça vous connaissez la légende, apparemment il y en aurait énormément dedans, mais en réalité ils se sont juste gourés d'une virgule, donc effectivement on a beaucoup moins que ce que l'on pensait, mais cela reste quand même une source non négligeable par rapport aux autres légumes. Pour le soir, on conseillera d'ajouter une source de vitamine C pour améliorer l'assimilation du fer non héminique présent en grande quantité sur ce repas, car on va trouver des légumineuses et des produits céréaliers qui en contiennent beaucoup, et actuellement ce repas-là n'a pas de crudité ni de fruits, donc une absence globale de vitamine C, ce qui est dommage en vue de l'apport en fer de ce repas. On pourra également de temps en temps privilégier des éléments qui en contiennent un petit peu plus, comme les lentilles blondes ou encore le quinoa, sans aucun souci pour majorer encore un petit peu plus ses apports. Surtout si actuellement elle est en pente descendante sur ses apports en fer. Avec ces petits changements, on arrive à 16,7 mg sur la journée et on retirera le frein du thé à proximité des repas, ce qui augmentera l'absorption de la vitamine C sur les parties non héminiques. Surtout que comme on l'a vu, on a rajouté de la vitamine C à proximité de ces repas, ce qui l'améliore encore une fois. On aura donc une biodisponibilité améliorée, donc théoriquement elle devrait avoisiner les 1,5 à 1,9 mg de fer sur ce genre de repas et journée, ce qui sera largement suffisant pour pouvoir soutenir ses besoins en fer par la suite. Maintenant, imaginons qu'on a une carence en fer, donc une anémie ferriprive qu'on a retrouvée sur le bilan sanguin avec une ferritine basse, et que le diagnostic soit posé. On lui conseillera donc dans ce cas la prise de compléments. Car plus la carence est élevée, plus il sera difficile de corriger uniquement par l'alimentation. Donc dans ce cas-là, la complémentation via prescription médicale est pertinente. Pour les compléments, le fer oral est mieux absorbé le matin, 30 minutes avant le petit déjeuner, et on évitera de dépasser les 65 mg par jour pour éviter les troubles intestinaux, les douleurs d'estomac, mais également car au-dessus de 65 mg, on aura une absorption presque nulle. La prise avec une source de vitamine C est naturellement conseillée et il ne faut mieux pas prendre de complément avec du thé. Bon ça je pense que vous l'avez déjà bien compris. Maintenant, la correction se réalise en moyenne en 2 mois et il est conseillé de continuer à en prendre régulièrement pendant 6 mois pour remonter les stocks. Donc une alimentation riche en fer permettra de soutenir vos besoins et de remonter légèrement vos apports si besoin, mais en cas de carence, la complémentation semble la solution la plus pertinente. Dernière petite note intéressante, la faculté d'absorption du fer dépend de si on en a besoin ou pas. Donc quand vous en avez besoin, on dénombre une petite absorption améliorée dans ce genre de cas. On pourra également noter que chez les enfants qui ont des besoins accrus en fer, cette absorption est largement meilleure que chez les adultes. Donc comme quoi, le corps arrive à s'adapter à certaines circonstances. Et voilà pour les notions et solutions contre la carence en fer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager à votre entourage qui est concerné.
car statistiquement, en vue des 25% de la population féminine touchée, vous avez sûrement une personne qui en souffre dans votre entourage. Je vous mets la partie 1 de cette vidéo parlant des causes et symptômes juste après si vous l'avez loupé. Sur ce, mangez bien, bougez bien, dormez bien, tchuss!